Bonjour tout le monde. Je suis très content de vous accueillir aujourd'hui pour la conférence BIS. Vous êtes en très grand nombre, on est très heureux de vous recevoir. Et puis, aujourd'hui, on a comme conférencier Gabriel Renaud, qui est professeur agrégé ici au département d'informatique et de génie logiciel. Puis, dans le fond, sa spécialité, c'est la bioinformatique, comme vous allez pouvoir le constater au cours de sa présentation. Il est titulaire d'un doctorat à l'Institut Max Planck en anthropologie évolutive. J'ai travaillé entre autres sur les génomes de néandertaliens. Il consacre au développement de méthodes computationnelles pour l'analyse des ADN modernes et anciens, souvent fortement dégradés. Avant d'être ici comme professeur agrégé, il a travaillé pendant 6 ans aussi comme professeur au Technical University of Denmark, à la DTU. Donc, je n'ai pas trouvé la signification de DTU. Danmarks Tekniske Universitet. Parfait. Puis donc, ses travaux sont à l'interface de l'informatique et de la biologie, qui contribuent à des avancées majeures sur l'étude des ADN anciens mentionnés. Il s'intéresse aussi à la génomique, la pangénomique, pour mieux comprendre l'évolution et la diversité chez les humains, mais aussi dans d'autres sphères qu'il parlera durant cette présentation. Merci beaucoup, Gabriel. Ça marche, le micro. Ça marche? Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? OK, bon. Donc, mon nom est Gabriel. Je vais vous parler aujourd'hui de l'ADN fossile. Ça se peut parfois utiliser l'ADN ancien. Parce que c'est Ancient DNA en anglais, donc ça se peut généralement être traduit sur ADN ancien ou ADN. Une autre chose, c'est j'ai très peu dormi cette nuit. J'ai une petite fille d'1 an avec la fièvre. J'ai aussi, c'est la fin de la question. Et ça se peut que je regarde des diapos aussi. C'est quoi que je veux dire là, parce que j'ai pas répété. J'ai mis ça à la dernière minute. Je m'excuse. OK. Donc, comment qu'on va? Bon, avant de s'amuser, ça prend des préliminaires. Donc, je vais vous donner quelques définitions. Et puis, après ça, je vais vous parler de l'ADN fossile en tant qu'outil. Je vais vous parler de grands résultats qu'on a eus. Et après ça, de l'ADN fossile vu d'un point de vue bioinformaticien. Donc, pour être sûr qu'on parle la même langue, dans c'est quoi nucleus? Noyau, merci. Dans le noyau, ici aussi, j'en arrache en français. Je m'excuse. Pour la science du moins, pour rien de commun. Bon. Donc, dans le noyau, vous avez des chromosomes et ce génome-là, on appelle ça le génome nucléaire. Généralement, pour la plupart des chromosomes, vous avez 2 copies. Pour le mitochondrial, vous avez une seule copie qui est héritée de la mère. Lorsqu'on parle de la lecture d'ADN, qu'est-ce qu'on fait? C'est on va d'une molécule 3-dimensionnelle à une chaîne de caractères, ACGT. Et maintenant, pourquoi on s'intéresse tellement à l'ADN? C'est parce que l'ADN influence le phénotype à travers le dogme central de la biologie moléculaire qui est très simplifié ici. Une autre chose, c'est ce qu'on appelle la couverture d'un génome. Lorsqu'on lit un génome, c'est-à-dire combien de lectures en moyenne vous avez à une position, ou si vous pouvez dire c'est quoi la moyenne, ou c'est quoi à une certaine position. Okay? Donc, ça, c'est la couverture. Et puis aussi, je ne vous connais pas, donc c'est pour ça que je répète des choses. Je ne connais pas votre parcours. L'ADN nucléaire, vous avez une copie de chaque personne, de la mère et du père. Pour les chromosomes 1 à 22. Pour l'ADN mitochondrial, vous avez une seule copie qui vient de la mère. OK. Maintenant, quand on parle de genre resequencing, ça dépend est-ce que vous avez un génome qui est suffisamment proche. Et par exemple, est-ce qu'on peut faire du resequencing en utilisant, par exemple, l'homme et le néandertal? Oui. Maintenant, à partir d'une certaine divergence, vous devez faire un réassemblage de novo. OK? Donc, c'est les deux différences entre j'aligne des lectures d'ADN à une référence connue ou je réassemble ma référence. On va surtout parler de ça. Donc, maintenant, les définitions sont finies. Juste vous donner une idée de la ligne du temps de la biologie moléculaire. Origin of Species en 1859. Après ça, on a eu les premières génétiques statistiques. La structure a été en 59, mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est seulement à partir de 1977
qu'on peut lire l'ADN. OK? Donc, c'est vraiment, pendant tout ce temps-là, on ne pouvait pas lire l'ADN. Et que ce que moi, je trouve intéressant, c'est l'histoire de Wright Fisher Haldane qui établissait des modèles mathématiques très intéressants sans nécessairement avoir la structure de l'ADN. Ça, je trouve ça fou. Maintenant, on regarde la ligne du temps où l'ADN peut être séquencé. Pour vous rappeler, Star Wars a été lancé en 1977. J'ai commencé à voir l'Internet en 1995. Depuis ce temps-là, je ne suis plus jamais sorti de ma maison. Lord of the Rings a été sorti en 2001. On a des iPhones et des smartphones depuis à peu près 2007. Depuis ce temps-là, notre société va tellement mieux. Et puis, ChatGPT, évidemment, a été lancé là. Donc, sur cette ligne du temps-là, on a eu la technologie de séquençage Sanger. Par la suite, en 2006 arrive 454, Illumina. Après ça, on a eu beaucoup d'autres technologies avec des lectures très longues comme PacBio, Oxford Nanopore. Et maintenant, on a aussi d'autres technologies qui font la rivalité avec Illumina comme VD et Ultima Genomics. Mais cette ligne de temps, il faut se rappeler, c'est relativement cette période de temps-là qu'on a depuis 2006, une période extrêmement fertile en termes de résultats. On est vraiment dans l'âge d'or du séquençage de l'ADN. Le public ne le réalise pas, mais vraiment, en termes de ce qu'on est capable de faire, en termes de séquençage d'ADN, on est vraiment dans l'âge d'or. Ça, c'est notre espèce. Les premières traces de l'Homo sapiens sont trouvées en Afrique il y a à peu près 200 000 années. 150 000, il y a 150 000 ans, il y a un groupe qui décide au revoir, vous êtes trop fous pour nous, nous on s'en va en Afrique du Sud. Ça, c'est les San et les Khoi qui sont trouvés en Afrique du Sud. C'est les humains les plus divergents des autres qu'on trouve. Finalement, l'humain sort autour de, il y a à peu près 80-70 ans, 70 000 ans hors de l'Afrique. Et puis après ça, on va en Asie centrale, en Europe autour de 40 000 ans, l'Australie, les Amériques autour de peut-être 30 000. Et une chose qui a complètement changé notre espèce, c'est l'agriculture. L'agriculture, il y a à peu près 10 000 ans. On va d'une espèce de chasseur-cueilleur à 100%, que tout à coup, on a des villes de 100 personnes, 200 personnes, 1000. On a des royaumes, on a des empires, donc notre espèce a été, on était condamné à être une petite bande d'humains très, très, très faible nombre à vraiment, par exemple, ça ne serait pas possible il y a 10 000 ans. Okay? Et l'écriture qui permet, il y a à peu près 5 000 ans, de transmettre le savoir à travers des distances, mais aussi à travers le temps. C'est-à-dire, je suis capable de lire des livres de personnes du 19e siècle, 17e siècle qui me transmettent leur savoir. Maintenant, comment qu'on apprenait sur le passé? Je ne dis pas dans le passé, on l'apprend toujours comme ça, mais avant l'ADN ancien. Vous pouvez regarder des écritures qui sont, bon, biaisées un peu, mais bon. Vous avez les isotopes, les fossiles, évidemment. Tout ce qui est la culture, la façon dont ils vont faire des poteries, tout ce qui est l'archéologie standard, leurs armes, leurs tissus, etc., ce qu'on peut trouver. Et évidemment, l'ADN moderne, c'est-à-dire on séquence des gens qui vivent aujourd'hui et on les compare. Un livre que j'ai vraiment aimé avant de commencer mon doctorat, c'était Genes, People Languages, de Luigi Cavalli Sforza, qui montrait ce qui a été publié en 91. Donc ça, c'était surtout ADN mitochondrial et des SNP chips, des SNP arrays. Et qu'est-ce qu'il montrait? C'est qu'on commençait déjà à voir la grande histoire de notre espèce, c'est-à-dire que notre espèce commence en Afrique. Après ça, il y a eu une vague qui a quitté vers l'Océanie. Après ça, une vague qui sont séparées entre l'Asie et les Amériques et l'Europe. Donc, et qu'on commençait aussi, une autre chose qu'on savait, c'est les langues qui sont existantes aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on peut comparer? C'est on savait que, par exemple, il y avait les langues indo-européennes, il y avait les différentes langues, et ça, c'est une autre source pour apprendre pour le passé. Parce que si des langues sont similaires, il faut qu'il y ait un contact à un certain moment. Et ça, par exemple, ça, c'est la grande, je dirais, l'histoire de l'humanité qui a été recréée juste avec l'ADN moderne, c'est-à-dire où notre espèce commence en Afrique et puis se répand dans le globe à différentes dates. Donc ça, on savait ça depuis un certain temps. Une chose qu'on ne savait pas,
C'est les Néandertals. Les Néandertals, c'était quoi? C'était un type d'hominidés, je pense, c'est le nom, hominide, qui montrait des différences. C'est-à-dire que quand, dans la vallée du Néandertal, en Allemagne, ils ont trouvé un homme, un squelette avec un crâne qui est vraiment hors de tout ce qu'on connaît chez les humains, on s'est demandé, mais c'est quoi cette affaire-là? Et puis, ils ont dit, ça, c'est l'homme de Néandertal, genre Néandertal en allemand. Euh, bon, il y a des différences en termes de crâne. Vraiment, si vous le voyez aujourd'hui, vous allez voir que quelque chose, c'est pas. Son visage est très différent. Il était beaucoup plus petit que la moyenne des hommes. Et aussi, on a retrouvé des fossiles de Néandertal dans une région géographique assez diverse, c'est-à-dire de l'Espagne à la France, l'Allemagne et jusqu'à la Sibérie. Donc, ici, c'est le Kazakhstan. Donc, ici, vous êtes vraiment en Sibérie. Donc, il était éparpillé dans l'Ouest, l'Eurasie de l'Ouest. Euh, et, euh, et donc, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on savait. On ne savait pas trop sur leur phylogénie, en termes d'ossements, etc. On savait que ce n'était pas des Homo erectus. On savait ça. C'est-à-dire que c'était probablement. Il y avait des Homo erectus, mais après un certain moment, on a arrêté de trouver les Homo erectus. Il y avait une théorie qui était c'est quoi les Néandertals? Est-ce que ce sont nos ancêtres ou ce sont nos cousins? Et vraiment, il y a deux choses. Il y avait un modèle multirégional, c'est-à-dire que chaque humain, on descend de types d'homidés qui ont euh, évolué sur leur continent. C'est-à-dire que les populations africaines sont de type d'homidés qui sont d'Afrique, les Européens sont de type d'homidés qui étaient de l'Afrique, ou est-ce que notre espèce a commencé en Afrique et après ça, on s'est répandu dans le monde? Et ça, c'est une grosse question pour les Néandertals. Est-ce que ce sont nos ancêtres ou nos cousins? Ici, ça dirait que ce sont nos ancêtres, mais dans le cas le modèle Out of Africa, ce sont nos cousins. Maintenant, les limites des données modernes. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec l'ADN moderne? Par exemple, si j'ai un modèle très, très simple, c'est-à-dire une population qui va se diviser en deux, puis après ça, il y a un certain temps qui passe, et puis après ça, vous avez une différenciation, c'est-à-dire les deux commencent à accumuler des mutations, les mutations vont à différentes fréquences, etc. Ça, c'est une différenciation de population. Est-ce que vous pouvez faire ça avec l'ADN moderne? La réponse est oui. Si c'est la même population, est-ce que vous pouvez le détecter? Oui, parce qu'il n'y aura pas de différenciation génétique. Maintenant, l'admixture, c'est-à-dire l'admixture, c'est lorsque, après qu'il y ait une certaine différenciation, un groupe d'humains décide, ou de peu importe, décide, moi je m'en vais et je vais me mixer avec l'autre population. Et l'autre population retrouve changée génétiquement. Elle transporte un certain matériel génétique qui a été différencié d'une autre population. Est-ce que vous pouvez trouver ça avec l'ADN moderne? C'est la réponse. Ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de la quantité d'admixture, ça dépend est-ce que cette admixture-là a eu lieu très, très, très au départ, et là, vous n'avez pas accès et je vous rappelle, avec l'ADN moderne, vous n'avez pas accès au passé. Vous avez juste accès à ceci. Est-ce que vous pouvez déterminer ça? Ça dépend du temps d'admixture et ça dépend de la quantité d'admixture. Donc, la réponse est moins. Maintenant, ce qu'on appelle le remplacement de population, c'est-à-dire qu'il existe une certaine population dans un certain endroit, elle meurt pour raison X, Y, Z, et se fait remplacer par une autre population. Est-ce que tu peux trouver ça avec l'ADN moderne? La réponse est non, parce que tu n'as pas accès à cette population-là. Maintenant, les grosses sources de données de l'ADN ancien, c'est soit directement des fossiles, mais aussi de plus en plus des sédiments près des fossiles. Donc ça, c'est une chose qui augmente énormément dans le domaine. C'est pas juste on va extraire des os, on va extraire des fossiles autour et on va avoir une idée. Donc ça, c'est la ligne du temps. Je vous rappelle la ligne du temps que j'avais faite pour le séquençage. Ça, c'est la même ligne du temps, mais avec l'ADN ancien. La première trace qu'on a extrait de l'ADN de quelque chose qui était mort depuis longtemps, c'est le quagga, qui est une espèce qui est disparue. Après ça, le premier nucléaire, l'Ancient DNA, l'ADN fossile nucléaire, c'est autour de 89. Autour de 2001, on a séquencé le premier mitogénome complet si je me rappelle, c'était c'était quoi? C'était un emu, je pense. Donc,
Non, Moa, pardon, un Moa. Donc, et par la suite arrive le Next Generation Sequencing, le séquençage à haut débit, et là, on commence à vraiment avoir énormément de résultats. On commence à avoir un premier génome de Néandertal autour de 2007-2010. Le premier génome complet d'un humain ancien, c'est d'un paléo-esquimau, ça a été en 2010. Donc, ça fait la séance de l'ADN ancien, l'ADN fossile, c'est relativement récent. Et finalement, je pense en 2013, on a eu le premier génome de Néandertal à haute couverture, c'est-à-dire à peu près à 30-40x de couverture. Ça, donc ça, c'est depuis 2011, je dirais, c'est le premier génome humain. Ça, c'est la quantité de génomes anciens qu'on a accès. Ça a vraiment explosé dans les dernières années. Pourquoi? Parce qu'on a eu des meilleures techniques d'extraction, on a eu des meilleures techniques de séquençage et plus d'intérêt. Là, on est à plus que 10 000, mais je vais vous montrer ce qui est triste un peu, c'est que cette map-là, c'est la distribution datasets, des données d'ADN fossile à travers le monde. Je vois un petit biais pour l'Europe, moi. Donc, et l'Eurasie en général. Ça, c'est dû par intérêt, mais aussi par géographie. C'est-à-dire que l'ADN se dégrade beaucoup plus facilement si il fait chaud et c'est humide. Donc, si vous voulez mourir à un bon endroit et vous voulez vous faire séquencer, euh, mourir dans un endroit qui est sec et froid. Une caverne, c'est très bien. N'allez pas mourir dans la jungle. Vous allez partir vite. Et ça, c'est triste parce que la plupart, si je vous rappelle, la plupart de notre histoire en tant qu'espèce, mais c'était ici. C'est là qu'on est resté la moitié de l'histoire de notre espèce. Donc, c'est dommage qu'on n'a pas plus de séquences. On a aussi séquencé les humains, on a séquencé les animaux, on a séquencé les plantes, on a séquencé les pathogènes aussi, on a séquencé les micro-organismes. Maintenant, donc c'est ça. Maintenant, je vais vous passer de travers. Donc, ça, c'est une vue d'oiseau de l'ADN fossile. Maintenant, voici les grands résultats. Ça, c'est avant que j'arrive au Max Planck, il avait fait un premier séquençage du génome de Néandertal. Et une chose qu'on a répondu très vite, c'est qu'on ne savait pas à ce que les Néandertals se sont mélangés avec les humains. Okay? Et je dois dire, mélanger et produire un embryon, c'est-à-dire un enfant viable qui lui-même s'est reproduit. Okay? Donc, ce n'est pas nécessairement juste répondre si on couchait ensemble. Les humains ont couché avec d'autres animaux, malheureusement, mais en termes de ça n'a pas produit de changement génétique. C'est une question de, vous voulez avoir un embryon un organisme qui puisse contribuer aux générations subséquentes afin de pouvoir le détecter. Mais qu'est-ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand on comparait les populations européennes versus les populations africaines, c'est que les Européens avaient plus d'ADN de Néandertal que les Africains. On ne comprenait pas exactement pourquoi. Donc, il y avait, ça c'est la je dirais, premier signal qu'on n'arrivait pas à faire disparaître. Maintenant, il y a plusieurs explications pour ça, c'est-à-dire est-ce que c'est différences de mutation, est-ce que c'est ce qu'on appelle structure, c'est-à-dire des gens qui vont se marier avec d'autres personnes de façon préférentielle. Finalement, il y a quelqu'un qui s'appelle Konrad Loser qui a réanalysé ces données-là, je pense en 2000, je ne me rappelle plus, je pense en 2013. Et qu'est-ce qu'il a montré? C'est que si on fait une modélisation à travers le maximum de vraisemblance, l'explication la plus probable, c'est l'admixture. C'est-à-dire que euh, lorsqu'on dit est-ce que les Néandertals sont nos ancêtres, nos cousins, c'est vraiment, sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nos cousins, mais partiellement nos ancêtres. Si vous ne venez pas à 100% d'Afrique, vous avez à peu près 2% de votre génome qui vient de Néandertal. Et donc, ça, c'est la question trouvée. C'était eux, leur estimation, c'était entre 3 et 7%. On a raffiné ça par la suite.
Mais c'est la première preuve que vraiment les humains se sont mélangés avec les Néandertals. Maintenant, d'une caverne, la caverne de Denisova, donc ça c'est à peu près dans la Fédération russe, en Sibérie. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? C'est d'autres os, des os des Néandertals. Et là, ça a été, donc ça c'est une étude auquel j'ai participé. Et puis là, ce qu'on a trouvé, c'est vraiment, on est à les populations non africaines, on transporte tout, et quand je dis non africaines, je parle de les Chinois, les aborigènes d'Australie, tout le monde, on est entre 1,5 à 2 de notre génome qui vient des Néandertals. Donc, c'est là. Ah, j'ai une map ici. Voilà la cave de Denisova. Donc, ça, c'est un des résultats. Il y a un autre résultat qui était très intéressant, qui vient de la cave de Denisova. C'est un os l'auriculaire, un petit os. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau mitochondrial, donc ça, ici, vous avez tous les humains. Ici, les Néandertals, vous voyez qu'on forme des groupes très séparés. Ça, c'est de l'ADN mitochondrial. Mais l'ADN mitochondrial de cette petite os-là n'était vraiment, vraiment pas similaire à rien. OK? Donc, c'était très surprenant. Disons. On savait que c'était une femme. On l'appelait Madame X. On ne savait pas trop c'était qui. Et là, finalement, ça, c'est, ils ont tiré un génome à haute couverture de ça. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que c'était vraiment un groupe. Si vous regardez l'ADN mitochondrial nucléaire, vous n'avez pas la même histoire, c'est-à-dire en termes de mitochondries, c'était très, très, très divergent, mais c'était un groupe apparenté au Néandertal. C'est-à-dire que ici, ça, c'était les Denisova, on les appelait les Denisovan. Donc, ici, vous avez toutes les Néandertals, et ici, vous avez une Denisovan, et ici, vous avez les humains. Et qu'est-ce qui était très intéressant, c'est lorsque, j'attire votre attention sur ce graphe ici, c'est que lorsqu'on regarde, est-ce qu'il y a certains groupes d'humains qui sont un petit peu plus proches des Denisova que d'autres, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est oui. Et c'est tous les gens de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Tous les aborigènes d'Australie, ces gens-là ont dans leur génome une certaine quantité, beaucoup plus que le Néandertal. Je ne me rappelle plus c'est combien, je pense que c'est à peu près 6-7 de leur génome qui vient d'une source qui est proche du Denisova. Donc ça, c'est tous ces gens-là. Maintenant, là, une question qui est très devrait vous interpeller. Bon, ici, c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée et ici, c'est Denisova. Comment est-ce qu'il y a 30 000 ans, ils se sont rencontrés? Peut-être pas sur Tinder, on ne sait pas comment, mais comment? C'est ça une question. Donc, après ça, on a trouvé d'autres Denisova. Donc, ça, c'est une autre étude auquel j'ai participé, où on a trouvé donc deux autres Denisova qui ont confirmé vraiment que c'était une espèce qui existait. Après ça, on a trouvé un quatrième, Denisova, et c'est toujours la même chose, le signal d'admixture et une mitochondrie qui était très divergente. Maintenant, ça, je n'ai pas le temps d'aller là-dedans, mais là, c'est vraiment, on est dans une relation très complexe en travers les différents groupes. Si on regarde les humains modernes ici, ça, c'est les Néandertals, et ça, c'est les Denisova. Vous voyez toutes les flèches, ça, c'est des signaux d'admixture. Donc, une autre chose qu'on a trouvée, c'est qu'il y avait une source d'humains, il y a à peu près 200 000 ans, qui sont allés se mélanger dans les ancêtres des Néandertals. Et évidemment, bon, les Néandertals ont contribué peut-être plusieurs fois aux humains. Il y a un signal aussi qu'on trouve, qu'on a la difficulté à expliquer, qu'on appelle un super archaic, c'est-à-dire peut-être que ces gens-là ont ils ont eu de l'admixture avec des Homo erectus. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de flèches, et ça laisse beaucoup de questions du sens où est-ce qu'ils habitaient et comment ils ont fait pour se rencontrer. Est-ce que c'est des groupes qui sont partis et puis ne sont plus jamais revenus en Afrique? Est-ce qu'ils étaient en Afrique? Est-ce qu'ils étaient dans la péninsule arabique? On ne sait pas. Maintenant, je vais vous parler d'un autre. On va changer, on va juste parler des humains. C'est-à-dire pas des humains, on appelle ça des humains archaïques, les Denisova, les Néandertals, mais je parle juste des humains. Il y a énormément de résultats qui ont été faits pour les humains modernes. Je vais juste parler de quelques-uns sur les Européens. Ça va comment dans le temps, ça va? Bon. C'est une étude auquel j'ai participé.
Donc, on avait trois génomes anciens. Un, c'était de Motala, donc ça, ici on est en Suède, donc ça c'était un chasseur-cueilleur. Lochbourg, qui était au Luxembourg, qui était un chasseur-cueilleur ici, aussi à peu près 10 000 ans. Et Stuttgart, ça c'est dans le sud-ouest de l'Allemagne, où on avait, ça c'était très différent, c'était un premier fermier. C'était des gens qui avaient adopté l'agriculture et il était à peu près il y a 5000 ans. Mais vous voyez, Stuttgart, Luxembourg, c'est même pas 2 heures en train. Donc c'est très près, mais en termes de temps, il était différent. Donc la question, on avait comment est-ce que ces populations-là ressemblent aux populations européennes normales? Est-ce que, à cause de la relation géographique, ils se ressemblaient? Une autre question qu'on avait aussi, c'est qu'on savait qu'il y avait des humains depuis à peu près 30-40 000 ans en Europe. 10 000 ans arrivent, comme je dis, l'agriculture arrive. Est-ce que les gens, et là, l'agriculture se répand en Europe à partir de 10 000 ans, 8 000 ans, jusqu'à 5 000 ans, et puis après ça, qu'est-ce qui arrive, c'est que la grosse question, comment ça s'est fait? Est-ce que les fermiers sont arrivés, sont débarrassés des chasseurs-cueilleurs, et puis après ça, ils ont amené l'agriculture? Ou ils ont dit, tiens, voici une technique très bien. Maintenant, tiens, voici du blé, voici des choses comme ça, voici l'agriculture, c'est fantastique, au revoir, nous on reste ici. Donc, est-ce qu'ils ont remplacé ces populations-là ou ils ont donné la technologie de l'agriculture et puis là, les chasseurs-cueilleurs sont montés? Qu'est-ce qu'on a trouvé, c'est que, donc ici, ce que vous avez, c'est un Principal Component Analysis, genre PCA. Ici, ce que vous avez, c'est toute l'Europe, dans le fond. Ici, vous avez des populations finlandaises, des populations sardines. Et qu'est-ce qu'on a trouvé, c'est que le fermier était très, très, très similaire, même s'il était de Stuttgart, il était très, très, très similaire aux gens de la Sardaigne. La Sardaigne, c'est sous la Corse. Et qu'est-ce qu'on trouvait chez les chasseurs-cueilleurs? S'ils étaient près, ils étaient vraiment loin de toutes les populations européennes qu'on connaissait. Ils étaient vraiment loin. Mais les plus proches, c'était les Basques. Et puis, donc c'est ça, ils étaient vraiment. Donc, ça, c'est les chasseurs-cueilleurs qui n'étaient pas dans la distribution. Ça, c'est la distribution de tous les Européens. Donc, tous les Européens sont plus ou moins ici. Et ça, c'est vraiment dans les. Donc, tandis que les fermiers correspondent à une certaine distribution européenne, c'est les gens de la Sardaigne, mais les chasseurs-cueilleurs, non, eux, ils étaient hors de la population. Donc, ça commence à nous dire que il y a peut-être eu un certain remplacement. C'est-à-dire, les fermiers sont arrivés et ont remplacé la plupart des Européens, et ça, je vais vous montrer d'autres figures. Et puis, il y a eu mais quand même, ce n'est pas 100% des fermiers. Les Européens ne sont pas 100% des fermiers. Donc, ces gens-là arrivent euh, de l'Anatolie et du Moyen-Orient il y a 5000 ans, mais ces gens-là ont partiellement remplacé les Européens, mais pas 100%. Et aussi, si vous voyez ce remplacement, il est très, très, très dépendant de où vous êtes en Europe. Si vous êtes de la Sardaigne ou de l'Italie, de la Grèce, ben là, le signal est beaucoup plus fort. Mais si vous êtes ailleurs, le signal commence à diminuer. Euh, donc, c'est ça. Il y a eu beaucoup d'autres. Ça, c'est un autre article. Ça, c'est des collègues de Hanna Schröder, qui est à Copenhague. Et ils ont trouvé, par exemple, de la gomme qui venait, ben, c'est-à-dire, ils mangeaient, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient des bouleaux, ils prenaient la sève, ils la faisaient durcir, puis après ça, ils la faisaient, puis ils mangeaient ça. Et puis ça, c'était comme de la gomme et ça avait des propriétés antiseptiques. Mais ça, c'est très bien en termes d'ADN ancien. Pourquoi? Parce que vous avez l'ADN de la personne, mais aussi ce qu'elle a mangé. OK? Donc, c'était une espèce c'était trop. C'est très, très bien comme source d'ADN, ça. Et puis, il appelle ça du birch tar, je pense. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? C'est que, par exemple, c'est une jeune fille du Danemark qui mangeait ça. Et vraiment, elle était hors de tout. Donc, ça, c'est un site au Danemark. Mais si vous voyez, elle est ici, et tous les Européens ici, elle était très loin génétiquement de tous les Européens. Lorsqu'on a regardé son phénotype, qu'est-ce qui était intéressant, c'est qu'elle avait la peau foncée. Elle n'avait pas la peau, genre la plupart des gens au Danemark ont la peau un petit peu comme moi, là. Moi, je brûle très facilement. Donc, elle avait la peau foncée. Donc, les chasseurs-cueilleurs européens, probablement, avaient la peau beaucoup plus foncée, mais elle avait des yeux bleus. Euh,
Donc, oui, maintenant, une autre histoire que je vais vous raconter. Donc, je vous résume. Il y a eu un remplacement partiel de la population européenne par des gens d'agriculture de l'Anatolie. Mais ce remplacement-là n'a pas été complet, mais il nous manquait quelque chose à notre histoire. Un, c'était, bon, vous comprenez ce que je dis parce que vous parlez français. Le français, c'est une langue indo-européenne. Mais qu'est-ce qui est arrivé il y a à peu près 400 ans quand les Européens allaient en Inde? Ils ont trouvé des choses bizarres en Inde. Ils ont trouvé que des langues comme le marathi, le gujarati, le hindi, etc., ça ressemble un peu au perse. Et ça ressemble un petit peu au grec et au latin. Et puis, il y a des choses comme des coïncidences au-delà de ce que tu peux t'attendre. Et par exemple, le mot pour pied en proto-germanique, c'était fots. Donc, ça nous a donné foot, folle en danois, foot en anglais, fuss en allemand, pied, genre pied en français ou en espagnol, euh, pouce en grec. Et puis là, par exemple, en sanskrit, c'était encore un P-A-D, quelque chose de genre. Des mots pour la roue, ça se ressemblait. Euh, Par exemple, le mot pour frère, ben là, on est allé de brother à frater, à frère, ou donc fratello en italien, mais genre, ça c'est devenu brother, c'est devenu bruder en allemand, c'est devenu bro en danois, donc ça se ressemblait tout un petit peu. Et puis bizarrement, sanskrit et aussi en perse, mais ça se ressemble aussi. OK? Donc, il y avait des coïncidences qu'on n'arrivait pas à expliquer. Qu'est-ce que les gens ont commencé à voir et ils se sont dit peut-être qu'il y avait une langue qu'on appelle le proto-indo-européen qui existait il y a très longtemps en Eurasie et qui est vraiment la source de toutes les langues qu'on voit dans la distribution. Toute la distribution ici. Et ça, c'est les grandes familles linguistiques. En vert, c'est les Slaves. En rouge, les Germaniques. Suédois, norvégien, anglais, Dutch, etc. Les latins, les français, les espagnols, les italiens. Et ici, le groupe indo-iranien. Donc, ça va jusque. Donc, c'est énorme en termes de distribution. On va du Bangladesh jusqu'au Portugal. Des choses qui étaient aussi intéressantes, c'est leur religion. C'est-à-dire, c'est quoi, à quoi qu'ils croyaient. Et ils ont fait une espèce de reconstruction de leur religion à l'origine. Et eux, ce qu'ils croyaient, c'est qu'il y avait une espèce de père du ciel, ce qu'ils appelaient le Dios Fter, ou quelque chose du genre, qui est devenu Tiwaz en proto-germanique, dans le panthéon proto-germanique. Juste maintenant, pour les Danois, c'est devenu Tyr. Thursday, c'est mardi. Genre, maintenant en anglais, c'est devenu Tuesday. Donc, ça, c'est l'origine de Tuesday. Maintenant, pour les latins, Dios Fater, c'est devenu Pater, genre Jupiter. Et les Grecs ont eu Zeus. Et puis aussi, il y avait beaucoup d'histoires des serpents qui tuent soit un dragon ou dans un héros qui va tuer un serpent ou un dragon. Donc, euh, l'histoire de Thor, Héraclès ou Indra dans les religions. Donc, il y avait des similitudes qu'on n'avait pas à expliquer. Et un des candidats pour pourquoi qu'on a eu cette similitude-là, qu'on n'avait pas encore de preuves parce qu'on n'avait pas leur ADN, c'est les Yamnaya. Donc, les Yamnaya, c'est un groupe qui habitait, donc ici vous êtes en Ukraine, ils étaient un petit peu partout et eux, il y avait plusieurs choses. C'est que, un, ils avaient développé une technologie pour les chariots et ils étaient très bons avec les chevaux. Une autre chose qu'ils faisaient, c'est qu'ils buvaient du lait. C'est-à-dire, si vous regardez le mot pour lait dans beaucoup de langues européennes, ça se ressemble énormément. Donc, on savait qu'il y avait du lait. Et est arrivé en 2015, je pense, deux gros articles, un qui vient de Copenhague, l'autre de l'Allemagne, qui montrent que les Yamnaya, c'est probablement, très fortement probablement, l'autre source qui explique la diversité européenne.
Donc, je vous dis avec deux sources, on n'arrive pas à 100% à expliquer, mais avec les Yamnaya, c'est beaucoup plus convaincant. Et en vert, donc ça, c'est ce qu'on appelle un admixture plot qui dit vous êtes combien de ce pourcentage-là en termes d'ancêtres, etc. Et qu'est-ce que vous voyez? C'est que en vert, ça, c'est les Yamnaya. Donc, les LBK, ça, c'est notre homme de Stuttgart. Ça, c'est les fermiers. Ça, c'est les hunter-gatherers en bleu. Donc, les chasseurs-cueilleurs, c'est très petit, très, très, très petit en termes de contribution. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que la contribution des fermiers, ben là, ça suit un axe nord-sud. Donc, ici, vous êtes en Norvège, en Lituanie, et là, c'est très élevé chez les Albanais, chez la Sardaigne et les Grecs. Et contrairement, les Yamnaya sont beaucoup plus élevés chez les Norvégiens, les Lituaniens et les Estoniens. Donc, ça, c'est les chasseurs-cueilleurs. Donc, ça, c'est l'Europe du Nord-Est et ça, c'est l'Europe du Sud. Ça, c'est les néolithiques, les fermiers du néolithique. Et ça, c'est les Yamnaya. Donc, les Yamnaya correspondent à la distribution qu'on voit dans beaucoup de populations européennes. Ça, j'adore ces graphes-là. Ça a été fait par Fernando Rassimo, qui est un de mes chums à Copenhague, que lui regardait la quantité parmi les génomes anciens, est-ce que c'est des chasseurs-cueilleurs ou plus des fermiers? Les chasseurs-cueilleurs que vous avez, ben ça, donc ça, plus c'est jaune, plus la proportion du génome, c'est des chasseurs-cueilleurs, plus c'est noir, ben là, c'est presque rien. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que les chasseurs-cueilleurs dominaient l'Europe jusqu'à 12 000 ans. Après ça, qu'est-ce qui arrive autour de 8 000 ans? Qu'est-ce que vous avez? C'est que vous avez une invasion de fermiers à partir des Balkans. Et là, la contribution du génome de chasseurs-cueilleurs commence à diminuer. Et ça continue. Et là, après ça, il y a 6 000 ans, c'est vraiment, il y a très, très peu de gens avec de l'ADN de chasseurs-cueilleurs. Et jusqu'à maintenant, c'est assez limité. Les fermiers, même chose. Avant, il y a 12 000 ans, pas de fermiers. Tout à coup, une vague, il y a à peu près entre 8 000 et 6 000 ans de fermiers qui arrivent de l'Anatolie et qui amènent avec eux l'agriculture. Et par la suite, qu'est-ce qui arrive autour de 6 000 ans? Tout à coup, la proportion de l'ADN de fermiers, ça commence à diminuer. Mais c'est toujours présent en Europe du Sud. Maintenant, les Yamnaya, on ne les voit pas. Après ça, il y a 12 000 ans, on ne les voit pas. 8 000 ans, on ne les voit pas. Et là, tout à coup, entre 5 000 ans, arrive une grosse vague de Yamnaya en Europe et qui vont parfois remplacer les populations complètement. Donc, si vous regardez, par exemple, ça, c'est jaune, donc c'est très élevé. Si vous regardez dans le nord de l'Europe, c'est presque 100% Yamnaya en termes de remplacement. Donc, il y a beaucoup d'autres histoires. Malheureusement, je n'ai pas le temps parce que sinon, on va me mettre dehors. J'ai pas le temps de parler d'autres continents. J'ai pas le temps de parler de la sélection génétique, c'est super intéressant. J'ai pas le temps de parler d'autres animaux. J'ai pas le temps de parler des bactéries, des virus, de la diète. On a appris énormément avec l'ADN ancien. Maintenant, je suis informaticien. Maintenant, c'est quoi ça veut dire l'ADN fossile, l'ADN ancien pour un informaticien? Tout d'abord, si on prend une personne qui a vécu il y a très longtemps, on va trouver son fossile. Ben, avant, on a des longues molécules d'ADN. Maintenant, ce n'est plus le cas. C'est de l'ADN très, très, très court qu'on extrait des fossiles. On parle de fragments d'ADN de 30 à 60. Aussi, un autre problème, c'est que les cytosines, donc ça, c'est le groupe amine, il se fait attaquer par l'eau. Et là, il se transforme en uracile, okay? Juste avec le temps. Et là, c'est un groupe uracile, mais le problème, c'est que souvent, le séquenceur, quand il voit un uracile, mais lui, il dit, ah, c'est un groupe thymine. Donc, c'est un T. Je vais vous montrer Donc, on a un dommage chimique qui s'accumule avec le temps. Plus c'est humide, plus ce dommage chimique-là s'accumule. Et plus le temps passe. Aussi, votre système immunitaire, c'est fini. Donc, les bactéries, ça colonise d'autres organismes. Et là, bien évidemment, des bactéries, c'est de l'ADN aussi. Et là, vous allez avoir énormément de bactéries. Je pense que je l'ai, non, je ne l'ai pas encore. En tout cas, on a beaucoup d'ADN de bactéries. Et le problème, c'est que les gens qui vont faire l'extraction ont aussi de l'ADN.
Et parfois, leur ADN vont se mélanger avec la soupe qu'on a de fragments d'ADN. Donc, on a une belle petite soupe de fragments endogènes qui viennent vraiment de la personne, de la contamination bactérienne et de la contamination des humains maintenant. Là, on prend notre soupe et on va faire le séquençage. Évidemment, un séquenceur n'est pas capable de. Pour lui, c'est de l'ADN. L'ADN, c'est de l'ADN. Il ne sait pas, est-ce que, bon, ça, c'est de la bactérie, ça, c'est de l'endogène, non, il ne sait pas. Une autre chose que vous devez faire en tant qu'informaticien, c'est que si vous avez votre fragment d'ADN ancien, bien évidemment, vous avez des lectures qui sont de 100 paires de bases, etc. Donc, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous avez très, très, très souvent, si ça, c'est votre lecture d'ADN en mauve, vous allez frapper l'adapteur. OK? Ou peut-être les deux lectures vont se superposer. Pourquoi? Parce que les fragments sont courts, courts, courts. OK? Donc, ça, c'est les fragments d'ADN et ça, c'est les lectures. Donc, un des premiers articles que moi, sur moi, j'ai travaillé, c'est comment qu'on va des lectures d'ADN à des fragments. Donc, ça, c'est un des premiers articles qui s'appelle Lehom, qui essaie d'enlever des adapteurs et puis reconstruire les fragments d'ADN. On l'a réévalué très récemment. Ça c'est du travail de Annette Lien, qui était dans mon groupe, qui a regardé les différents logiciels et même après sa publication, c'est encore le plus précis. Juste vous donner une idée, lorsque vous faites de l'ADN moderne, vous avez des petites contributions de bactéries, etc. Et j'espère que vous n'avez pas de contamination d'autres humains, mais ça, c'est quand vous avez de l'ADN moderne, ça a l'air de ça, c'est-à-dire la grande, grande, grande plupart de l'ADN, c'est de l'ADN endogène. En ADN ancien, c'est pas ça du tout. Okay? C'est que vous avez de l'ADN, très peu d'ADN endogène, énormément de bactéries. Et le reste, vous n'avez aucune idée c'est quoi. On ne peut pas le caractériser en termes de bactéries, etc. Le fait que vous ayez peu d'ADN endogène lorsque vous alignez au génome, pour un humain moderne, avoir 20X, ben, ce n'est pas un problème. Pour un ancien, vous êtes chanceux si vous avez une couverture de 1X. C'est très bien. 1X, c'est très, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'un séquenceur fait quand on voit des dommages d'ADN? C'est que le C, comme je vous ai dit, se transforme en U. Et puis là, mais le séquenceur il dit, ah, mais c'est un T, évidemment, parce que la molécule se ressemble. Donc, qu'est-'ce qu'on voit? C'est qu'on voit une substitution de C à T. Donc, ici, on est à la molécule 5' et vous avez beaucoup de C à T de substitution. Mais aussi, de l'autre côté, je n'ai pas le temps de vous montrer le graphe, mais de l'autre côté de la molécule, un CAT devient un GAA. Donc, vous avez du CAT et du GAA. Donc, vous avez ce patron de substitution de nucléotides qui est très, très, très indicateur que ça, c'est de l'ADN ancien. L'ADN moderne, il n'y a pas nécessairement de. Pourquoi qu'il y aurait du CAT, GAA? Non, il n'y en a pas. L'ADN ancien, très clairement que vous avez du CAT. Et ça complique nos alignements, ça complique comment vous génotypez cette affaire-là. OK? Donc, quand je suis arrivé au Max Planck, c'est du travail de cowboy qu'on faisait parce qu'on n'avait aucune idée de ce qu'on faisait. Donc, des problèmes avec l'ADN, ça complique les alignements, ça complique le génotypage, mais il y a un avantage. Vous pouvez dire de façon plus autoritaire, ça, c'est de l'ADN ancien. Donc, il y a un avantage. Maintenant, si par exemple, vous regardez votre mitochondrie et vous avez une série de G et une série de T, OK? Pourquoi lequel est endogène, lequel est le contaminant? Bien, une chose que vous pouvez faire, c'est vous regardez les patrons de C à T. Si vous avez du dommage pour le G, mais pas pour le T, c'est plus probable, pas garanti, mais c'est plus probable que le G soit la base endogène, parce que vous devriez en avoir une, c'est une mitochondrie, là. C'est plus probable que le G, ce soit l'endogène, et le T, ce soit le contaminant. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que vous pouvez dire, ah, donc ça, c'est mon matériel endogène, et ça, c'est mon contaminant. Donc, ça, c'est une des idées qui m'a motivé derrière mon doctorat, et j'ai publié un article sur l'estimation de la contamination l'estimation de la contamination chez la mitochondrie. Une autre chose on a décidé de devenir un petit peu plus fou. On a regardé le génome nucléaire. Le génome nucléaire, c'est plus complexe parce que ça se peut que vous soyez, par exemple, vous avez GT ici. Est-ce que vous êtes hétérozygote ou est-ce que c'est de la contamination? C'est bon. Bien, là ça dépend du génotype. Donc, ça dépend ça se peut que vous soyez GT, GG ou TT.
Et ça se peut que le contaminant soit G ou un T. Okay? Donc, pour les deux, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a créé un modèle qui estime le prior sur le génotype et qui estime la contamination. Et donc, on a étendu le modèle pour l'ADN nucléaire. Maintenant, qu'est-ce que vous faites pour les analyses d'ADN? C'est que vous allez vraiment de ces fragments d'ADN-là à essayer de faire des inférences sur le génome original de la personne. Mais vous pouvez aller de l'autre côté. C'est-à-dire, vous pouvez aller du génome original et dire, ça a eu l'air de quoi si ce génome-là était ancien. Donc, ça prenait des outils informatiques pour faire de la simulation. Donc ça, c'est un simulateur d'ADN ancien qu'on a publié. C'est-à-dire, vous combinez votre matériel endogène, vos bactéries, votre contaminant, vous générez du dommage, vous les coupez, et puis après ça, vous faites semblant que vous mettez ça sur le séquençage. Et ça, c'est un des articles que j'ai publié qui était sur la simulation de l'ADN ancien. Maintenant, si vos parents ne sont pas reliés, qu'est-ce qui arrive, c'est que votre taux d'hétérozygosité, donc ça, si on regarde sur le génome, la quantité de bases hétérozygotes sur votre génome devrait être plus ou moins stable. Okay? Le problème, c'est si vous êtes de la consanguinité, parfois, elle est forcée, surtout sur les animaux d'élevage. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que vous avez des positions qui n'ont absolument aucun site hétérozygote. C'est ce qu'on appelle des runs of homozygosity. C'est de la homozygosité, donc vous avez beaucoup de... Et le problème, c'est que si vous estimez votre hétérozygosité sur quelque chose qui est consanguin, bien là, ce que vous avez estimé, c'est H, c'est vraiment la moyenne des deux. Mais vraiment, ce que vous voulez savoir, c'est quoi le H chapeau ici? C'est-à-dire, c'est quoi votre taux d'hétérozygosité, le taux de hétérozygosité hors des runs of homozygosity. Donc, ça, c'est un article qu'on a fait pour l'ADN ancien, aussi pour l'ADN moderne, d'estimation de l'hétérozygosité dans les échantillons modernes et anciens. Une autre chose qui m'a tenu occupé quand je suis devenu prof, c'est que, évidemment, vous n'avez pas l'air de moi. Pourquoi? Parce que vous avez différentes séquences, différentes variations qui font en sorte que vous n'avez pas les mêmes cheveux, vous n'avez pas la même peau, etc. Vraiment, c'est pas un peu ridicule de penser qu'une seule séquence peut représenter toute l'humanité. Donc, parce qu'on a des variations qui sont très importantes de représenter. Donc, une chose qu'on peut faire, c'est représenter à place d'une certaine chaîne de caractères, on représente ça par un graphe. C'est-à-dire que certains humains ici à cette position vont avoir un C, d'autres vont avoir un T, certains humains vont avoir GT, et certains humains vont avoir un CG à cette position-là. Et comme ça, on peut représenter toute la variation qu'on connaît. Et c'est ce qu'on appelle un variation graph ou un pangenome graph. Et qu'est-ce qu'on fait, c'est que par exemple, si ici j'ai un alignement multiple de plusieurs séquences, je transforme cet alignement multiple-là en un graphe. Et qu'est-ce que ça me permet de visualiser vite? C'est que, cette position-là, c'est C, A, G, A, T, T, quelque chose. Tous les humains l'ont. On a ça en commun. Mais les humains ne sont pas d'accord c'est quoi la base ici. Par exemple, est-ce que c'est un G ou un A? Et je dis les humains, ça pourrait être n'importe qui. Ça pourrait être les écureuils. OK? Aussi, quelque chose qui est bien avec les pangenome graphs, c'est que vous pouvez représenter des séquences circulaires, comme des bactéries ou des mitochondries. Donc, une chose qui est intéressante chez les mitochondries, c'est quoi votre type de mitochondrie? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? C'est donc un certain type un système de typage pour l'ADN mitochondrial, pour les génomes mitochondriaux, qui est genre une petite lettre, par exemple L, 3, 6, etc. Et qu'est-ce qu'on voit ici? C'est la plupart des Africains qui sont ici. Donc, on a le gros groupe L, L0, L1, L3. Après ça, on a le groupe N qui est surtout trouvé en Eurasie de l'Ouest, le groupe M qui est surtout trouvé en Eurasie de l'Est. C'est très simplifié. Mais bon, moi, je suis où, moi? Moi, je suis H. Oui, je suis H ici. Moi, je suis ici. Donc c'est ça. Ça, c'est le typage de l'ADN mitochondrial. Ça, c'est très intéressant pour des raisons de santé, mais aussi pour des raisons d'histoire. Et qu'est-ce qu'on a développé? C'est un système qui s'appelle Haplocart. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on aligne nos lectures sur un génome, un pangenome graph. Et qu'est-ce qu'on a? C'est on a un maximum de vraisemblance du haplogroupe le plus probable. Et qu'est-ce qu'on a vu, c'est que si on a des séquences genre de la couverture très basse, comme en ADN ancien,
on peut toujours vous donner le type de mitochondrie que vous avez, sans se tromper. Donc, en orange, c'est le pourcentage de correct avec Haplocart. Et Haplocart, c'est du travail de Joshua Rubin qui était dans notre groupe. C'est dans PLOS Computational Biology. Maintenant, est-ce qu'on peut utiliser ces pangenome graph pour détecter des espèces d'eucaryotes? Donc, qu'est-ce que vous faites dans l'ADN environnemental? C'est que vous séquencez plein de choses des environnements modernes, mais dans l'ADN environnemental ancien, si vous avez une soupe de plusieurs signaux, plus tous les problèmes de l'ADN ancien. Donc, l'ADN environnemental ancien, c'est peut-être le jeu de données le plus difficile qu'un bioinformaticien peut avoir à gérer. Donc, qu'est-ce que vous voulez déterminer? Est-ce que j'ai des ours? Est-ce que j'ai des scarabées, etc.? Donc, vous prenez des sédiments, des anciens sédiments de région, et vous essayez de déterminer est-ce que vous avez un ours. Donc, vous séquencez, vous faites le prélèvement, séquençage, et là, vous avez encore une autre soupe qui est des plantes, des champignons, des arbres, et là, tout petit peu de cariotes, tout petit peu de cariotes. Donc, vraiment, vous cherchez une aiguille dans une botte de foin. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé plusieurs de ces pangénomes de différents animaux. On a créé pour les ours, on a créé pour les insectes, etc. Et là, on lance toutes nos lectures, on essaie de les aligner sur ces génomes-là, et là, on détermine qu'est-ce qu'on peut trouver. Et là, qu'est-ce qu'on a trouvé, c'est que on a créé cet outil-là qui s'appelle Yucca. Et Yucca, qu'est-ce que ça nous permet? C'est si on regarde, même avec du dommage d'ADN ancien, on est très robuste comparé aux outils en ce moment pour détecter certains types, certains taxa. C'est-à-dire, on dit, vous avez un ours, vous avez un cervidé, mais pas nécessairement aller à l'espèce, mais pour détecter le taxa en général. Donc, ça a été du travail de Nicolas Fogel. Ça, c'est Yucca, qui a été publié dans Methods for Ecology and Evolution. Maintenant, on est devenu encore plus fou. Est-ce qu'on peut aller au niveau de l'espèce? Mais ça donne, est-ce qu'on peut identifier des mix de la même espèce? Et ça donne que oui. Et là, on a publié un autre article subséquent qui est construit sur Yucca, qui s'appelle Soybean, on identifie des espèces. Et encore du travail de Nicolas Fogel. Josh a aussi travaillé sur l'alignement de séquences d'ADN fossiles à des génomes des pangenome graphs. Ça, c'est dans Nucleic Acids Research, Genomics and Bioinformatics. Louis Kraft, qui était aussi un étudiant dans mon groupe, lui a travaillé sur l'assemblage de novo de métagénomique. C'est-à-dire que vous avez plusieurs bactéries, vous voulez faire l'assemblage de novo, donc vous n'avez pas de référence nécessairement. Vous voulez faire de l'assemblage de novo pour trouver des nouvelles choses, des nouvelles séquences qui ne sont pas documentées. C'est peut-être un des problèmes les plus ardus que j'ai eu en termes dans ma carrière en tant qu'informaticien. Mais finalement, ça a marché et là, on l'a publié. C'est un logiciel qui s'appelle Carpe Diem pour l'assemblage de métagénomes. Il y a aussi, Louis a créé un autre logiciel pour authentifier, par exemple, si vous assemblez une séquence d'ADN, est-ce que cette séquence-là, elle est vraiment ancienne ou non? Donc, on a créé un autre système pour dire, est-ce que vraiment cette chose-là, elle est ancienne en utilisant le dommage de l'ADN ancien? J'ai-tu le temps de parler de l'avenir? 2 minutes? OK. Donc, qu'est-ce que je voudrais faire avec mon groupe? C'est appliquer les pangenomes aux microbes. Aussi, on est plus ou moins près de l'Arctique. Bon, j'étais plus près quand j'étais à Copenhague, mais bon, ici, donc, il y a énormément d'histoires qui sont renfermées dans la glace. Même le record mondial de l'ADN fossile, c'est à peu près autour de 2 millions d'années, qui vient d'un site qui s'appelle Cap Hound, qui vient ici. On est à 2 millions d'années, donc c'est la chose. Donc, oubliez Jurassic Park, ça ne va probablement pas arriver, mais la chose la plus proche de Jurassic Park, c'est des bactéries d'à peu près 2 millions d'années. J'ai aussi travaillé sur les populations insulaires. Et puis, ce qui m'intéresse aussi, c'est de combiner, par exemple, l'ADN ancien et la généalogie. Au Québec, on a énormément de données généalogiques. Et qu'est-ce qui est intéressant? Ce serait intéressant de combiner ça avec l'ADN ancien. Aussi, l'immunité, de voir, par exemple, les signaux de comment les différents gènes d'immunité ont changé. Ça, c'est un autre article qu'on a regardé
les logiciels afin de prédire le type de gène d'immunité que vous avez. Et qu'est-ce qu'on a trouvé, c'est que c'est vraiment un désastre pour l'ADN ancien. Mais pourtant, il y a énormément de gens qui publient avec des logiciels. Donc, ce serait intéressant de s'attaquer à ce problème-là. Aussi, est-ce qu'on peut utiliser les méthodes qu'on a développées pour l'ADN ancien pour des raisons médicales, pour essayer de baisser le coût? C'est-à-dire qu'on est habitué de travailler avec des données d'un X. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec un séquençage d'un X d'une personne? Ben, c'est ça, merci.